Bonjour, bienvenue dans cet atelier de création de masques photo. Alors aujourd'hui, on va voir les différentes étapes pour créer un masque et on va travailler de sorte à expliquer au mieux les différentes étapes. Alors, pour faire un masque, il nous faut avoir la bonne dimension dans laquelle les photos ont été prises. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller trouver une photo que je vais importer dans Photoshop. Et cette photo-là, elle va avoir le gabarit qui va me permettre de créer le masque. Alors, la photo que j'ai prise ici, je l'ai récupérée de WhatsApp, donc son format peut être un peu plus petit. Et donc, là, par exemple, je vais chercher à agrandir cette image-là, mais déjà en allant voir la taille de l'image, je constate que j'ai des bonnes dimensions, mais la résolution est très petite. Donc, je vais mettre une résolution à 300 et donc ça va avoir pour effet d'agrandir ma photo. J'aurais pu utiliser une autre méthode. Alors, j'aurais pu utiliser l'outil recadrage et puis l'associer ou du moins venir tirer par les bords de ma photo en maintenant bien la touche Shift pour garder les proportions. Et dans ce cas-là, j'aurais pu agrandir autant que je voudrais mon espace de travail. Voilà. Donc, une fois que c'est validé, on constate bien que de la photo d'origine, si elle était trop petite, on pouvait rajouter un peu plus d'espace. Voilà. Et donc, je vais démasquer ou je vais délier cette image-là. Et donc, je vais la masquer. Venir ouvrir un fichier qui va me permettre de retrouver le logo et les différents éléments dont j'aurai besoin pour pouvoir les ajouter à mon masque. Donc, si je n'ai pas le logo en format image transparente avec l'arrière-plan en transparence, je vais ouvrir un fichier. Voilà. Donc, c'est un masque pour le glisse qu'on est en train de faire. Donc, je récupère le calque ou le groupe de calques qui compose mon logo que je vais venir transposer ici dans mon espace de travail. Mais avant, je vais mettre des repères. Donc, les repères vont me permettre de pouvoir bien aligner mes éléments. Donc, ce que je fais, je commence par créer un rectangle ou un carré. Voilà, un carré que je vais positionner à un angle. Et donc, je vais tirer depuis les règles, je vais tirer le repère et venir le positionner. Alors, si vous ne voyez pas les règles, vous pouvez faire la combinaison de CTRL et de H. CTRL R, plutôt CTRL R vont afficher et démasquer les différentes règles. Et une fois que les règles sont visibles, je peux tirer et mettre les repères. Après avoir mis les repères, je vais agrandir mon rectangle. Donc, je vais le grossir, je fais CTRL T. Et en le grossissant, je vais pouvoir ajouter d'autres repères qui vont faire partie de ma grille de travail. Voilà. Alors, dans cet exemple-là, j'ai pris des repères plus ou moins grands, mais on verra plus tard qu'on pourra les réduire. Donc, je disais que j'allais agrandir mon carré et je viens ajouter un autre repère. Là, je déplace le carré sur l'autre côté et je rajoute un autre repère. Voilà. Donc, dans le cas spécifique de vase d'honneur, on travaille avec des grilles. Et ces grilles-là, ce sont des grilles de 2 tiers, 1 tiers. C'est une forme de composition des images. Donc, vous pourrez voir que mes deux rectangles de part et d'autre de mon visuel, délimités par les repères, ont la même forme. Et au milieu, on a une petite bande qui va permettre, par exemple, que on puisse dédier 2 tiers de notre image de notre plan de travail à des images et 1 tiers au texte, ou bien 2 tiers au texte et puis 1 tiers à l'image, dépendant de ce qu'on veut créer. Voilà. Donc, on pourra revenir sur la question des grilles une prochaine fois.
Et là, on va maintenant positionner notre logo. Voilà. Donc, le logo est quand même petit, mais on va quand même l'agrandir avec la fonction CTRL-T. Donc, on l'agrandit jusqu'à la taille qui nous convient. On va le déplacer sur les repères et on va valider avec la touche Entrée. Donc, si on a l'impression que les repères sont trop grands, on pourrait masquer et démasquer les repères, histoire de se retrouver et de voir comment est-ce que ça rend. Donc, CTRL-H va nous faire masquer les repères. Et là, si on a peur que le logo ne vienne être superposé sur la tête de certaines personnes en fonction de comment on a pris les images, on pourra faire réapparaître les repères et réduire légèrement les repères. Voilà. Donc de part et d'autre, on va réduire les repères. Et une fois que c'est fait, on va maintenant aller positionner le logo juste à l'angle du repère. Voilà. Donc, ceci étant fait, nous allons maintenant créer une sorte d'ombre par le bas avec l'espace, l'outil rectangle, pardon. Donc, on prend l'outil rectangle, on se positionne sur la couleur noire et on va créer un rectangle qui va même excéder les limites de notre espace de travail. Donc, on voit bien que le rectangle, il déborde de plusieurs côtés. Et donc, une chose qu'on va faire, c'est qu'on va masquer une partie du rectangle. Voilà. Et donc, masquer cette partie du rectangle-là, on pourra venir ajouter un masque de fusion. Voilà. Le masque de fusion ici, il va nous servir à masquer sans détruire le rectangle qu'on vient de créer. Et donc, vous voyez que en bas, là, sur l'image en bas, on a cliqué sur le bouton du masque de fusion et il est apparu un rectangle blanc à côté de notre calque du rectangle. Voilà. Mais pour le moment, pourquoi est-ce qu'on utilise un calque de fusion, un masque de fusion, pardon, et pourquoi on ne prend pas l'outil gomme, tout simplement? On va l'expliquer ici. Donc, lorsqu'on récupère l'outil gomme, déjà, on ne peut pas manipuler une forme qu'on vient de créer avec l'outil gomme. Donc, on va d'abord devoir le pixeliser. Une fois qu'on a validé cette fenêtre-là, on va agrandir pour avoir une taille suffisante. Et quand on essaie d'effacer, voilà, lorsqu'on efface sur une forme, vous voyez que sur cette forme-là, on a, en agrandissant les vignettes, vous voyez que la forme qu'on a taillée, on va dire ça comme ça, effacée avec l'outil, nous montre effectivement aussi dans la prévisualisation du calque que on a bel et bien fait un creux dans la forme. Et donc, ce n'est pas forcément idéal parce que lorsque on veut corriger une erreur qu'on a faite avec l'outil gomme, on est obligé que de revenir en arrière. Et le retour en arrière est quelquefois limité. Alors, c'est pourquoi on va plutôt utiliser ici un masque de fusion qui est accessible via le bouton du bas. Et donc, le masque de fusion, il peut être utilisé avec l'outil dégradé ou même avec l'outil pinceau. Et donc, vous allez voir qu'on va avoir sur le masque de fusion que la possibilité d'utiliser des couleurs qui sont entre le noir et le blanc. Le masque de fusion ne supporte pas d'autres couleurs que le noir ou le blanc ou le mélange des deux qui va donner du gris. Voilà. Donc, vous allez voir, on va plutôt utiliser même l'outil pinceau ici, de sorte à avoir un bel exemple. On va bien expliquer avec l'outil pinceau et on va revenir à notre outil dégradé. Voilà, donc on va prendre l'outil pinceau qui est là, qui se trouve sur notre gauche. Donc cet outil pinceau là, vous allez remarquer que ici dans les couleurs de Photoshop, même si je choisis une autre couleur, mais si c'est mon masque de fusion qui est activé, si je choisis par exemple du rouge ici, quand je valide, vous voyez que là, je n'ai pas du rouge, mais j'ai du gris. Si je change de couleur, je passe à du bleu, voilà.
j'ai toujours du gris plus sombre parce qu'il va me donner la correspondance en fonction de l'intensité de la couleur, mais ce sera que du gris ou du noir ou du blanc. Voilà. Donc, si je passe en noir et que je viens peindre sur ma forme, vous voyez que effectivement, on a l'impression d'avoir le même résultat qu'avec la gomme, c'est que c'est effacé. Et vous allez voir sur le masque de fusion que ce que j'ai effacé correspond à la tache noire ou à la bande blanche, la bande noire qui est apparue là-bas. Mais lorsque je passe en blanc et que je viens peindre, parce que c'est un outil pinceau, quand je viens peindre, je fais réapparaître ce que j'avais effacé avec le noir. Et donc, plus je fais réapparaître, je peins en blanc, vous voyez que le blanc aussi reprend sa place dans le masque de fusion. Donc, c'est vraiment l'intérêt d'un masque de fusion ici, c'est de ne pas détruire les images qu'on utilise. Donc, on va passer à l'outil dégradé. Et donc, on va venir se positionner sur notre forme et on va tirer du haut vers le bas. Donc, on commence à descendre. Vous voyez que progressivement, notre noir va disparaître pour laisser une sorte de dégradé partant du bas vers le haut. Et vous voyez la correspondance avec le masque de fusion. C'est que tout ce qui est masqué en haut est apparu en noir et les quelques éléments qui n'ont pas été effacés en bas font l'objet de la représentation aussi en blanc. Voilà. On pourra toujours avec la molette là venir réajuster notre masse de fusion et notre dégradé. Voilà, donc une fois qu'on a quelque chose de satisfaisant, après quelques petits réglages et quelques petites retouches, on va valider et on va passer à la suite. Donc là, la prochaine étape, c'est d'écrire les informations. Donc, on a mis ce dégradé noir là, de sorte que on puisse mieux lire les écritures qui seront mises et l'image aussi par le bas ne puisse pas influencer la façon dont les écritures s'affichent. Parce que si on écrit sur du blanc et que l'image qui est par le bas a du blanc aussi, il va sans dire qu'on ne verra pas bien les écritures. Donc, on va mettre ce dégradé là qui va nous aider à mieux faire ressortir les écritures sans avoir besoin de mettre des contours et tout ça. Alors, le rectangle qu'on avait utilisé pour faire nos repères, on n'en a plus besoin, on va l'effacer. Et donc, si je prends l'outil texte et que je viens cliquer dans la zone qui délimite mon rectangle que j'avais créé, vous voyez qu'il va me créer une forme dans laquelle le texte sera retenu captif. Ça peut être pratique dans certains usages, mais ici, on n'en a pas besoin parce qu'on a besoin de pouvoir, avoir une certaine indépendance des différents textes que nous voulons faire. Donc, je vais écrire dimanche 12 octobre parce que c'est la date du jour 2025. Voilà, je valide et puis je vais aligner à gauche et je reviens dans caractère histoire de diminuer la taille au format qui me convient. Voilà, maintenant j'ai bien envie que ces deux lignes là soient indépendantes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dupliquer. Voilà, donc je réajuste d'abord la taille, avoir quelque chose qui me plaît. Donc ça c'est la taille de dimanche. Mais je veux, comme je disais, rendre les deux lignes indépendantes. Donc, je duplique le calque. Et dans le premier calque, je vais effacer la date. Voilà. Et dans le deuxième cas, je vais effacer plutôt le dimanche. Voilà. Donc, visuellement, ça ne change pas grand-chose parce que j'ai toujours dimanche et j'ai la date du jour. Mais là, je peux manipuler la date autrement et de façon indépendante de dimanche et je vais venir voilà
dupliquer dimanche parce que le masque aussi va servir les mercredis. Donc je duplique le calque de dimanche et puis j'écris mercredi. De là, qu'est-ce que je fais? Je vais garder mon dimanche pour rester dans le contexte. Et là, je vais créer une forme, toujours un rectangle, mais qui va me permettre de pouvoir avoir de la couleur sous mes écritures. En tout cas, c'est comme ça que j'ai imaginé le masque. Donc, je vais venir prendre l'outil rectangle et là, je pourrais choisir une couleur dans la liste qui m'est proposée. Je déroule et tout. Si je n'ai pas ces couleurs-là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller cliquer dans le carré multicolore qui est en haut, de sorte que avec le sélecteur de couleurs qui est apparu, je peux venir avec l'outil pipette. Là, ça ne prenait pas. Donc, je reprends la procédure. Voilà. Donc, j'ai l'outil pipette. Je viens cliquer jusqu'à ce que j'ai pu récupérer la couleur que je voulais, notamment le vert de vase d'honneur. Et donc, là, je vais le déplacer. Je valide. Et comme j'ai ma couleur verte là, je crée mon rectangle. Donc, mon rectangle est fait. Je le déplace sous les calques des écritures et là je vais mieux positionner tout ça. Voilà. Pour mon rectangle vert, je vais mettre un contour blanc et je vais augmenter la taille. J'augmente la taille. Voilà. Et donc je voudrais mettre une sorte de brillance sur le rectangle. Donc je vais venir chercher sur un site comme Pinterest ou bien Freepik. Je viens chercher un flou optique. Et j'aime bien chercher en anglais parce que je trouve que les résultats sont plus pertinents. Donc je mets Optical Flare. Et je vais chercher un flou qui correspond à comment est-ce que je voyais les choses. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Ok, peut-être celui-là. Ou plutôt celui qui est en bas. Voilà. Donc je clique là. Je vais copier l'image. Et je colle dans mon document. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un cadre noir qui est autour de ma lueur. Cadre noir que je veux enlever, mais comment l'enlever? C'est là que interviennent les modes de fusion. Donc là, c'est pas un masque, mais c'est un mode de fusion. Je vais cliquer là où il y a normal dans mes calques et je vais descendre. Voilà, normal. Je descends. Je cherche superposition et vous allez voir que avec superposition, initialement, lorsque on était à normal, il y avait un cadre noir. Voilà, un cadre noir qui couvrait même mon rectangle vert. Mais là, quand je passe à superposition, mon rectangle vert réapparaît. C'est juste que le noir est tout autour. Voilà, donc le mode de fusion superposition a tendance à effacer le noir pour garder tout ce qui est clair. Et donc je redimensionne et je vais créer un masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage sert à dire à Photoshop, affiche-moi ce calque là sur lequel le masque d'écrêtage est créé, mais affiche-le seulement dans les limites du calque qui est en bas de lui. Voilà, donc vous voyez que je pourrais même essayer de déplacer ma lueur, mon flou optique, et il ne va s'afficher que dans les limites du rectangle parce que c'est ce que j'ai demandé à travers la fonction masque d'écrêtage. Je vais bien positionner mon élément et lui donner la forme que je veux, agrandir un peu, et par la suite ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer parce que je voudrais que la lueur également soit vers le haut. Donc quand je glisse vers le bas, on a une sorte d'icône là-bas aussi qui me permet de dupliquer. Et là, quand je monte, je positionne mon élément et bon, c'est bon.
Alors, la prochaine étape, voilà, déjà on masque les repères pour voir comment ça rend. Et là, je vais mettre tous mes éléments dans un groupe. Donc, je réduis la taille des vignettes pour mieux voir mes calques. Et tous les éléments concernés, je fais CTRL-G. Ça va me donner un groupe. Voilà. Donc, ce groupe-là, je vais le nommer date, de sorte que je puisse déplacer le groupe, le manipuler avec tous les éléments qui sont à l'intérieur sans avoir besoin de les sélectionner un à un. Voilà, donc maintenant, il va s'agir de rajouter le logo, soit c'est culte de contemplation, soit c'est rendez-vous des champions ou toute autre activité de l'église. Voilà. Donc je vais venir récupérer également mon logo de culte de contemplation. Là, j'avais mis ici une ombre et puis un contour que je vais retirer. Et je les déplace. Voilà, donc là, j'ai mon logo que je pourrais agrandir pour qu'il fasse la taille dont j'ai besoin. Et donc, voilà. Une fois que c'est fait, je valide. Et je vais positionner le logo. Je pense que j'ai plus l'habitude de positionner le logo sur la gauche. Ensuite, on a la date. Et puis, après ça, on va créer une autre série de calques qui vont permettre de mentionner lequel des cultes c'est. Si c'est le premier culte, le second culte. Donc, j'écris premier culte. Ensuite, je duplique et j'écris maintenant deuxième culte. C'est fait. Et je vais mettre une sorte de rectangle rouge derrière, histoire de pouvoir bien les rendre visibles. Voilà, donc je prends mon outil rectangle, je choisis la couleur rouge et je vais venir créer mon rectangle. Voilà. Ok. Et donc, tel que je l'ai imaginé, je vais plutôt aligner les écritures vers la droite de sorte à laisser une bande rouge sur la gauche. Et c'est cette bande rouge là qui va se superposer à la date. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de règles dans la conception des masques. Il y a juste à respecter la charte graphique et les éléments qui sont liés à l'événement. Voilà, les couleurs de l'organisation, du programme et tout. Et donc, je vais redimensionner mes différents éléments de sorte à ce que ce soit bien positionné et que ça occupe la place que ça doit occuper sans trop déborder. Voilà. Ok. Et c'est fait. À ce stade-là, on a quasiment achevé notre masque parce que tous les éléments sont là. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est de rajouter une forme de signature. Et n'oubliez pas que lorsque je travaille, je groupe les éléments qui vont ensemble. Voilà, donc j'ai groupé les cultes. Et là, pour la signature, je vais écrire un petit texte qui est VH Dabou. VH Dabou, c'est une sorte d'abréviation qui permet de nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et tout. Donc, une fois que j'ai écrit VH Dabou, je vais aller chercher les icônes des réseaux sociaux. Donc, il y a un site qui est plein d'icônes, c'est flaticone.com. Donc, flaticone.com, je vais dans la barre de recherche, je vais chercher social. Social, c'est pour les icônes des réseaux sociaux. Voilà. Donc, tout de suite, j'ai Instagram. Je peux venir copier le PNG. Et donc, quand je clique sur le bouton, une fois que l'élément est copié, voilà, je vais le coller dans Photoshop et je reviens. Je vais chercher, voilà, TikTok. Je copie. Je viens, je colle. Voilà. Après, je vais chercher, je crois, Facebook.
Facebook, je copie et je colle. Il va rester un dernier, c'est le logo de YouTube. YouTube, voilà, YouTube. Je copie et je colle. Voilà, donc je vais m'assurer que les éléments ont la bonne taille, qu'ils sont bien alignés. Tout compte fait, j'aurais même dû prendre le logo Instagram avec le contour noir, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'aligne le tout, je les espace bien et puis je vais les grouper. Donc, je vais nommer le groupe icône RS pour réseaux sociaux. Et puis, je fais un double clic, voilà, sur le groupe et je viens ajouter une incrustation couleur en blanc. Voilà. Et là, maintenant, je peux manipuler le groupe. Je le réduis. Donc, je vais lui donner la taille qui est adaptée à VH d'abord en bas. Et je positionne. Là, je vais peut-être agrandir un peu. Ok, c'est fait. Donc, on va grouper tout ça et on va appeler ça signature. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais mettre une norme portée, histoire que ça se lise bien, même si c'est sur des fonds plus ou moins clairs. Parce qu'on est bon, on ne sait pas toujours comment les photos se présentent. Et je vais faire CTRL-T et là, je vais faire une rotation à 90 degrés. Voilà, donc quand je me positionne vers les points d'ancrage, vous voyez que mon curseur change, il s'arrondit un peu et là, ça me permet de faire une rotation jusqu'à 90 degrés. Et donc là, je vais positionner ma signature sur l'extrême droite et centré. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, mon masque est quasiment fini. Je vais juste rajouter 2-3 éléments qui vont me permettre d'agrémenter mon masque tel que je l'ai imaginé. Alors, je vais mettre des formes et pour pouvoir dessiner ces formes-là, je vais utiliser l'outil plume. Voilà. Donc, juste le temps de retrouver l'outil plume. Voilà, l'outil plume permet de dessiner des formes, mais si vous voulez apprendre à comment utiliser l'outil plume, ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc outil plume, j'étais en rouge, voilà, je fais quelques points et je fais ma forme. Voilà, donc là, je vais plutôt couper. Voilà, et puis je colle. Donc après ça, il va me falloir changer la couleur. Donc, je pense que si je mets du jaune, ce serait bien. Voilà. Et donc, comme c'est une forme, je peux aller dans le panneau des formes. Je change avec le sélecteur de couleurs. Je vais chercher la bonne couleur que je valide. Voilà. Et donc, je reviens sur l'outil déplacement, CTRL-T. Et là, je vais le positionner par là. Voilà, par là. Tourner juste un peu. Ok. Là, c'est bon. C'est bon. Voilà, je duplique ma forme. Donc là, j'ai maintenu Alt et j'ai fait un cliquer glisser vers le haut. Et je viens changer la couleur de ma forme. Voilà, je vais retourner carrément du tout. Et je déplace. Voilà. Et donc, à ce stade-là, on a notre masque. On a notre nouveau masque. Seulement, j'aimerais juste rajouter un rectangle, mais vraiment un contour vraiment fin. Voilà. Donc, je vais me positionner quelque part. Voilà, mais déjà au niveau du logo, je vais le mettre en blanc pour les écritures. Voilà, donc ça c'est un logo que j'ai conçu de sorte que je puisse modifier les éléments, les couleurs assez rapidement. Donc si on n'a pas de
logo transparent, on pourrait opter pour cette méthode-là. Et donc, en bas du logo, je vais mettre une forme qui a une certaine couleur grise. Voilà. Voilà, donc une forme grise. Donc, on va rajouter avec un double clic. Voilà, dans le style de calque, on va rajouter une incrustation de couleur gris. Et voilà, donc là, on va vraiment réduire. On va réduire l'opacité, de sorte que ce soit vraiment très peu perceptible, de sorte à ne pas être gênant, mais assez quand même pour qu'on puisse lire les écritures sur le logo. Et on va tout positionner, voilà. Voilà, et donc après ça, ce que je fais, c'est que je vais ajouter mon rectangle dont je vous parlais tantôt. C'est vraiment quelque chose que j'ai imaginé, hein. Ce n'est pas une règle en soi à respecter. Voilà. Voilà. Et donc, c'est fait. À ce stade-là, on pourra afficher une image derrière pour qu'on voit comment est-ce que le calque va rendre et tout. Voilà, donc on a notre masque ici et voilà, c'est fait. Voilà, donc une chose qui serait bien, ce serait de grouper tous les éléments qui constituent le masque de sorte à ne pas les toucher, les déplacer ou les modifier accidentellement. Voilà, donc ça, on va appeler ça masque. Et en bas de ce dossier masque là, on aura tous les éléments, toutes les photos qu'on voudra bien mettre en fait par le bas. Donc